Cazares a 21 ans, Albert Camus 30. Nous sommes le 6 juin 1942 en pleine France occupée. Il a déjà écrit L'étranger. Elle commence une carrière au théâtre et au cinéma qui s'annonce prometteuse. Il est né à Alger, elle est espagnole. Le soleil, le théâtre et 865 lettres. Mercredi soir, 18 janvier 1950. Je suis un peu fatiguée ce soir, mon chéri, bien que je me porte en général beaucoup mieux. Seulement la journée a été dure. Ce matin, je me suis levée à 9h30. J'ai reçu le menuisier. Il est venu apporter le meuble pour le poste de TSF. Oh, ce dernier ne va pas du tout. Oh, il est trop haut. Puis ça a été le tour de la maison Hoover, les aspirateurs, puis les coups de téléphone. Puis enfin, pour m'anéantir tout à fait, Paul Raffi. Il a voulu entrer dans ma chambre, voir, mais il a vu. Ta photo est toujours à côté de mon lit. Je ne l'avais pas enlevée. Il est resté 10 minutes. Puis déjeuner rapide, comme d'habitude. À 2h, j'étais déjà à la radio, où une surprise m'attendait. Yolande Lafont ne joue plus Marthe dans l'échange. Elle n'y était pas bonne. Il fallait une Marthe. Pour plaisanter, je me suis proposée. Aussitôt dit, aussitôt fait. En 1 seconde, je suis devenue Marthe et j'ai enregistré jusqu'à 6h. De longues scènes que je n'avais même pas regardées. Heureusement, je m'en suis bien tirée. Le rôle est bien plus facile pour moi que l'autre. Tout le monde était content. De la rue François 1er, je suis partie directement au théâtre, après avoir mangé une tranche de jambon et une orange. Tiens, une petite anecdote. Il paraît que M. Hitchcock devait mettre en scène une star américaine. Le jour des essais arrive, et voilà notre vedette sur le plateau devant la caméra, tirée à 4 épingles, pincée, maniérée, stuquée. Voulez-vous avoir la gentillesse de regarder quel est mon bon profil? Et Hitchcock de répondre, vous êtes assis dessus, mademoiselle. Allez, après le théâtre, je suis rentrée directement. J'ai bien joué, mais je me sens un peu lasse et très abrutie. Pardonne-moi donc si cette lettre n'est qu'un brouillon. Chérie, j'ai reçu ce matin ta lettre de lundi. Elle m'a rassurée sur ton état. J'ai cherché dans mon agenda, tu sais, le rendez-vous que je n'ai pas précisé. Il s'agissait ou bien de Boulez, qui est venu m'apporter une pièce à lire, ou bien d'un certain monsieur Montalet, qui est venu m'apporter une pièce à lire, mais pas la même. En tout cas, tous les deux sont jeunes, beaux, généreux, intelligents, doux, charmants, comme je les aime. À ta place, je me méfierais. Bon, allez, bêta. Cette lettre est décidément idiote. Hein. J'ai beaucoup de choses à te dire. Mais crois-moi, ce soir, je fais déjà beaucoup d'efforts pour tenir mes yeux ouverts. Demain, je t'écrirai plus clairement. Ce soir, je voudrais t'avoir là et me blottir contre toi. Je voudrais dormir dans tes bras, doucement. Je suis vidée, un peu triste. Je t'aime. J'imagine mal ces 2 mois et demi encore à venir. Il faut que je dorme. Ça ira mieux demain. Embrasse-moi, mon amour. Vendredi, 15h, 20 janvier 1950. Journée morne. Le ciel est gris et froid, on attend la neige presque. Alors je suis couché comme toujours à 7h et j'entends sur la route des chèvres qui bêlent de froid. Je n'ai pas beaucoup à te raconter, j'ai travaillé hier après-midi et terminé tout ce qui concerne mon livre d'écrit politique. Je vais pouvoir l'envoyer à la composition. Je t'enverrai la préface quand elle sera tapée. Mais il faut que je trouve un titre et je m'y embarrasse. J'avais pensé à témoignage forcé, mais je n'en suis pas fier. Après cela, je ne vois rien. As-tu une idée? J'ai passé une mauvaise nuit. J'ai mis des heures à m'endormir et tu sais que chez moi, l'insomnie n'a pas la forme rose. Alors j'ai patienté. Ce matin, réveil grognon. Mais je me suis mis au travail, j'ai commencé à déblayer le terrain pour mon essai. Le matin, je ferai des lectures sur le sujet et de la documentation. Le soir, je rédigerai. Prions le sort que ça marche. À midi, ta lettre, qui m'a paru endormie et mal débarbouillée. Ça m'a rappelé ton visage du matin, ta chaleur, et j'ai eu envie de nos réveils. Je suis content que tu joues Marthe dans l'échange. Yolande Lafont n'y peut rien, d'ailleurs la pièce est injouable. C'est un long poème à 4 voix, souvent verbeux, et à côté de Tête d'or et du partage, c'est une tartouillade. Mais la mode
et d'admirer tout Claudel. Alors que peu de créateurs, par la forme même du génie, ont laissé autant de déchets qu'il en laissera. Hein. Ceci dit, bon appétit. Et j'espère écouter ta performance. Quant à Gorky, ce n'est pas un grand écrivain, c'est un écrivain émouvant, chose différente. C'est pourquoi son plus beau livre est La mer. Parce que les grands écrivains sont émouvants, plus quelque chose d'autre, enfin à mon avis du moins. La vie commune ici se déroule sans douleur, c'est un harmonieux clapotis. C'est curieux, mais la possibilité infinie qu'ont Michel et Janine, mes enfants, de ne pas souffrir, me fait peur parfois. Monstre à voix douce qui me fascine un peu, la vie et la mort avec le même sourire. Moi, je vis toujours au niveau de ceux avec qui je vis. C'est une faiblesse que je me reproche toujours. Dans ce cas seulement, j'ai des révoltes, d'ailleurs absurdes, qui font rire Francine, ma femme, qui les partage d'ailleurs, mais je me reproche beaucoup ces mauvais sentiments. 20 jours. Je n'ose pas chiffrer les jours qui restent. Je ferme ma bouche, je m'aveugle, j'arrête mon sang pour ne pas sentir le vide, la crainte, l'ennui, le terrible ennui de vivre sans toi. Je t'embrasse du moins dans la chaleur de ton réveil, de tout mon poids. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue et s'il n'y a pas une réponse, quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Ah, Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. 1er mars 1950. Mon amour, je ne sais pas si c'est la fatigue, le poids des répétitions supplémentaires, ajouté à celui du nombre des représentations qui commence à devenir sérieux. L'idée que ce vendredi nous n'aurons pas de repos, mais depuis hier, je ne peux plus supporter une phrase des justes. Ces chers révolutionnaires et leurs tourments me sortent par les pores et j'éprouve une peine physique à incarner cette pauvre Dora, qui se trouve du coup complètement perdue et affolée. Par surcroît, je traverse une petite dépression nerveuse qui se porte sur ma langue et sur mes lèvres. Et je ne peux pas dire une réplique sans bafouiller. Cela devient une obsession pour moi et mes camarades. Et ce qui est plus grave, dès que le malheur arrive, je suis prise d'un fou rire nerveux que je communique aux autres et qui nous épuise tous dans des efforts surhumains. Ah, le pauvre groupe de socialistes est dans le beau drap. Seul notre chef reste impassiblement digne. De temps en temps, il nous fait des mines sévères, juste au moment où nous essayons de récupérer. Et alors là, c'est la fin de tout. Je me jette à tes pieds, mon chéri. Je te demande pardon pour nous tous. C'est uniquement de ma faute et je ne sais pas ce que j'ai. Je ne suis plus maîtresse de ma langue. J'y pense sans cesse. Dès que mon tour vient de parler, je me mets à trembler. Et je bafouille de plus belle. Cela va passer. Samedi, Torrance reprend. Et le changement de partenaire et un repos que je soigne va remettre tout en ordre. Aujourd'hui, je me suis disputée fortement au téléphone avec Mireille, qui s'est permis d'humilier Angeles d'une manière petite et ignoble que je n'oublierai jamais. Décidément, elle s'applique en ce moment à gagner mon aversion. À 12h30, je suis partie à la radio pour finir l'émission commencée il y a longtemps, Un homme à la nuit. À 3h30, j'étais chez Félix, sous pression, et auprès d'elle, je me suis laissée aller à mon indignation, mes peines, etc. Elle m'a calmée. À 7h15, j'étais au théâtre et je recevais une jeune femme qui venait me prier de la mettre en rapport avec toi. Elle fait partie d'une troupe de Clermont-Ferrand, dont je connais et j'estime beaucoup la jeune première dramatique, Françoise Adam. Il voudrait monter Le Malentendu pour 2 représentations. Ils l'ont répété
Ils en ont déjà les décors. Seulement voilà, il paraît que tu leur as refusé ton accord. Pourquoi? Crois-tu vraiment que ce serait mal de leur laisser jouer? Je ne veux pas t'influencer, mais ils ont l'air si gentils et si graves. Les pauvres. Ils m'ont envoyé une énorme boîte d'escargots au chocolat. Tu sais ce que ça leur a coûté. Et puis Françoise a beaucoup de talent. Enfin, fais comme tu voudras, hein. Mais si ton cœur s'attendrit, si tu me souris de ton beau sourire clair, dis-moi à qui faut-il que je les adresse? Et comment? Pour qu'ils puissent avoir la joie qu'ils attendent. Enfin, je ne veux pas t'influencer. Demain, je vais répéter les justes. Demain soir, je vais jouer les justes. Vendredi soir, je jouerai les justes. Samedi, à 10h du matin, nous répétons les justes. Samedi soir, nous jouerons les justes. Dimanche après-midi et dimanche soir, nous représentons les justes. Voilà mon programme. Comment veux-tu que je ne bafouille pas? Oh non, mon amour, ne fronce pas les sourcils. Hein. En ce moment, nous répétons trop. Nous passons la mauvaise période de la 70e à la 80e. Je me sens fatiguée. Mais en fait, c'est un bonheur pour moi de faire parler Dora tous les soirs. Heureusement que je l'ai. Je me demande ce que je deviendrais sans elle. Marcel Errand m'a téléphoné pour me remonter le moral. Il m'a invité à venir chez lui à Montfort, en spécifiant qu'il y passait ses nuits à penser à la vanité de la vie et à l'approche de la mort. Et en m'annonçant la guerre inévitable pour l'année prochaine. Ah, je lui ai dit que j'irais le voir au mois d'avril. Je voudrais éviter le suicide. Mon amour, je t'aime ce soir avec une force de vie et d'amour de 20 ans. Et avec tout l'espoir du monde. Ne me laisse pas. Ne t'éloigne pas. Ne te glace pas, ne te durcis pas. Je t'attends avec toute ma vie sur les lèvres. Oui, mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine, dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi, vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Vendredi 3 mars 1950, 15h. Mon amour chéri. La journée a débuté magnifiquement, un flot de soleil inondant mon lit et derrière les vitres le doux ronronnement des belles journées. J'ai pensé à la lettre de toi qu'assurément j'allais recevoir puisque hier je n'avais rien lu. J'ai lu un petit bout d'Apollonius et Bella Ramnandin de Pérez de Ayala qui m'a ravi. Et puis lever, toilette, travail dans une maison solitaire, tout le monde étant à Cannes. À midi, je suis sorti, Cabri, sur son piton un peu en contrebas, était cerné par les arbres en fleurs et partout des bourgeons par milliers. Chaque bourgeon me rapprochait de toi. Le facteur était en retard, mais j'étais plein d'un immense amour et d'une confusion totale. Et en effet, ta lettre était là. Elle était, comme je l'espérais, vivante, aimante, jeune à nouveau, et ne crains rien, ma grande, ma belle. Je ne m'éloigne, ne te laisse, et pour le temps désormais mesurable où je suis éloigné de toi, je te garde près de moi, au cœur des journées, avec amour et avarice. Je suis d'ailleurs décidé aujourd'hui à tout te pardonner, même tes bafouillages dans les justes. N'y pense pas, c'est sans importance. Et pour tes amis de Clermont-Ferrand, je veux bien les autoriser à jouer, si tu les connais. Et si surtout ce ne sont pas des gens foutres. Je refuse systématiquement d'autoriser les troupes que je ne connais pas, et je n'ai pas envie d'être ridiculisé. D'ailleurs, si ça doit alimenter en chocolat...
J'écris à la Société des auteurs pour dire qu'on les autorise. Et puis tant pis pour les spectateurs de Clermont-Ferrand. Ah oui, tu as raison, les mots n'ont plus de sens et il est temps de nous serrer l'un contre l'autre. Mais désormais cela sera rapide. Le ciel est déjà presque celui de l'été. Dans ma chambre, un bourdon ronfle et se heurte aux vitres. La mer au loin est pâle de chaleur. Je pense aux après-midi de soleil dans la chambre d'Armenonville. Est-ce que tu voudras bien y retourner, mon chéri? Oui, n'est-ce pas? Ce sera le printemps tout à fait là-bas. Mon amour chéri, je vais descendre à Grasse voir mon docteur. Il ne me dira rien de gentil, assurément. Non, j'ai mis une mine royale. Je t'écrirai aussitôt ce qu'il m'aura dit, mais je ne veux pas te quitter sans te redire tout ce qui bondit en ce moment dans mon cœur. L'amour qui m'emplit, le doux souci que j'ai de toi, la gratitude aussi. Veille sur toi, revis, songe aussi à être belle. Je t'aime, ma généreuse. Je t'attends et je mets dans cette lettre tout le ciel bleu qui m'entoure, toute la lumière pour que tu y trouves force et courage. Je t'embrasse de toutes mes forces. Ce matin, je suis allé me promener dans la montagne. On aimerait s'y étendre au soleil, près du corps aimé. Cette lumière m'allait jusqu'au cœur en même temps. J'étais triste. Je pensais à toi. Lorsque j'essaie d'imaginer notre avenir, j'étouffe presque de bonheur, mais une immense crainte me serre le cœur, ne pouvant croire à tant de joie dans ce monde. Pour moi, tu as toujours été le génie de la vie, sa gloire, son courage, sa patience et son éclat. Tu riais quand je te disais que tu m'avais appris à vivre. J'ai besoin de ton corps long, de tes bras souples, de ton beau visage, de ton regard clair qui me bouleverse, de ta voix, de ton sourire, de ton nez, de tes mains, de tout. Je suis si heureux, Maria. Est-ce que cela est possible? Ce qui tremble en moi, c'est une sorte de joie folle. Tes lettres m'ont été douces. Si je dois imaginer une vie sans toi, je me sens mutilée. Je me demande avec étonnement pourquoi tu n'es pas là. Mais du moins, ne m'oublie pas. Quand tu me quittes, je n'imagine rien de pire que de te perdre. Public chaud et parfois enrhumé. Ce soir, j'ai failli quitter la salle pour offrir à un monsieur du premier rang des pastilles Valda et un mouchoir pour étouffer sa toux. Mon frère a acheté Paris Match. J'ai lu un grand article sur Gérard Philippe où tu entrais en scène comme l'amour mystérieux de sa vie. Ça m'a exaspéré. J'ai aussi vu Match, mais je n'ai rien trouvé qu'une amitié passionnée, assez agaçant par ailleurs. Rien à voir avec un mystérieux amour. Tu as dû t'attarder entre les lignes. Ah, mon cher amour, je m'émerveille une fois de plus de ce que tu es au plus profond de mon cœur. Pour moi, qui me sens parfois peu de choses auprès de toi, je t'aiderai de mon mieux. Je te suis voué et dévoué. Quoi que tu fasses, je sais que c'est bien. J'ai le sentiment profond que tu ne diras jamais quelque chose en désaccord avec ce que tu es. Or, ce que tu es, c'est ce que j'aurais rêvé d'être si j'étais un homme. Après cela, comment veux-tu que je ne t'aime pas? Tu es mon équilibre. L'épaisseur du sang et des rêves, la nourriture qui me nourrit, qu'importe, tu vas revenir. Nous nous séparerons encore, mais tu m'aides, absente ou présente. Je suis fier de toi et de nous. Je t'attends, toujours. Résiste, veille sur toi et reviens dans mes bras. 4 décembre 1959. Mon cher amour, tu semblais triste et lointaine l'autre jour au téléphone et je n'ai pas cessé de penser à toi. Peut-être t'ai-je attristé aussi en te disant que je ne savais pas si je remonterais à Paris avant la Noël. Pourtant, j'ai envie de remonter, de te voir, de secouer un peu le poids de silence qui est sur moi en ce moment. Mais en même temps, je pense que je me suis donné 8 mois, et 8 mois seulement pour en finir avec la première rédaction du monstre que je ponds en ce moment. Et je pense aussi que mon organisation d'ici me permet
d'avancer, de travailler sans répit, et que la sagesse, la très amère sagesse me commanderait de rester jusqu'à la rentrée du 2 janvier et de m'obstiner coûte que coûte. Mais en vérité, ces sages pensées ne tiennent pas contre l'idée que je peux t'attrister un peu plus en restant, ni contre l'impatiente envie que j'ai de te voir le soir venu. Je ne sais pas, je vais voir, attendre, dis-moi ce que tu en penses, sans jouer au grand cœur, et si tu sens le besoin de ma présence, dis-le-moi tout simplement, et oh mon Dieu, avec quelle joie je l'attendrai, avec quelle joie j'accourrai près de toi, quitte à reprendre le collier ensuite avec une nouvelle vigueur. Après les pluies catastrophiques de ces derniers jours, il fait enfin beau depuis hier. Aujourd'hui, c'est le matin, le mistral souffle autour de la maison, mais le ciel est limpide, la lumière éblouissante et fraîche. J'espérais une lettre de toi aujourd'hui, mais la grève a désorganisé les services et je reçois un courrier au compte-gouttes. J'espère te lire, te voir, te revenir contre moi. Je suis malheureux de cette vie partagée entre un travail qui suppose une dure solitude et mon besoin de chaleur et de tendresse. Mais j'ai peur de la stérilité comme d'autres ont peur de la mort. La stérilité tue tout en moi et jusqu'à la tendresse. Je songe avec dégoût à ces journées de Paris où le temps s'émiettait, où j'avais la nausée de moi-même. Et quand le temps viendra, il faudra nous retirer dans un beau lieu et vivre enfin ensemble des jours de travail, de tendresse. Mais d'ici là, ne doute pas de mon constant, reconnaissant et vigoureux amour. Le monde sans toi perdrait sa lumière, une lumière dont je vis étrangement en ce moment, pensant à toi sans cesse et te chérissant comme jamais. Je t'embrasse, ma chérie, ma beauté, mon cher amour. Je t'embrasse encore. 5 décembre 1959. Oh non, mon chéri, reste. Reste là où tu es et travaille. Tu me manques, bien sûr. Mais je préfère t'espérer délivré de ton lourd fardeau, plus tard. Léger près de moi en Bretagne peut-être, dans une Bretagne encore vierge des mois de juin ou juillet à la rigueur. Et puis, j'aime mieux te savoir loin de Paris en ce moment. Quelque chose pèse sur la ville. Une étrange chose que les femmes seules semblent pouvoir supporter. Tout juste d'ailleurs. Je n'ai pas encore pu trouver le temps de l'insouciance dont je sens l'impérieuse nécessité. Pendant la journée et demie de repos que j'ai eue après le tournage, j'ai dû remettre d'aplomb des affaires de la maison et m'occuper des soins de mon corps. Je n'ai pas encore trouvé le loisir d'aller chez le dentiste ni chez le docteur. Et maintenant me voici embringuée dans une vague aventure cinématographique qui devrait me mener jusqu'à Berlin. Moi, je ne te dis pas plus, car je n'en sais pas plus. C'est l'éternelle marmelade à laquelle j'ai décidé de faire semblant de me prêter dorénavant pour passer inaperçu. Au théâtre, tout va de travers. Ce pauvre Jean Vilar entasse les ennuis cette année, après avoir renoncé par manque de temps à monter Furucu de ma rue. Voilà que maintenant il ne peut plus obtenir les droits des géants, appartenant à une actrice qui veut jouer la comtesse, avec un fort accent et la soixantaine. Tout cela entre nous, bien entendu. Alors il lui faut trouver d'ici lundi 2 pièces de remplacement pour pouvoir les annoncer aux associations. Ces furies aux 1000 têtes prêtes à le broyer s'il manque un de leurs rendez-vous. Je n'ai encore rien vu au théâtre, au cinéma. Je suis allée 2 fois à la Coupole dîner. Un soir avec Léon et avant-hier avec Monique, moi triste comme une immonde. La fatigue accumulée la dernière semaine se dissipe. Et ma parole, je crois que je grossis. Semaine prochaine, j'ai encore 2 radios et 2 représentations. Mais encore une fois, je pense que la seconde quinzaine de décembre, je pourrais la consacrer au divertissement et à l'esprit. Quant à toi, reste où tu es, crois-moi. Il y a quelque chose d'empoisonné sur Paris. Et plus on y reste, plus le temps s'éclate et s'émiette misérablement. Seule la force terrible d'une femme peut lutter contre cette chose, ou cet état de choses. Toi, mon tendre, mon fragile, tu es trop droit,
trop large pour supporter ce vent mauvais. Non, la paix sur toi. Je te téléphonerai demain matin, mon amour. Je t'embrasse de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon amour. Soir de Noël 1959. Merci, cher prince, de toutes tes attentions et de toutes tes bontés. Après une journée harassante dans un Paris déguisé en soupe tunisienne, toute la maisonnée s'endort heureuse et paisible. Tonton a eu une robe de chambre de 5000 francs que je lui avais achetée en ton nom, avant de recevoir le chèque qui lui était adressé. Je lui ai donc remis les 2 cadeaux. J'espère que j'ai bien fait. Je lui laisse le soin de te dire lui-même son émotion, de même que je réserve à Angeles et Juan la joie hurlante de te crier leur reconnaissance. À minuit, un certain Léon m'a téléphoné pour me souhaiter un joyeux Noël. Il m'appelle Maria d'une voix chaude et tendre et prétend m'avoir été présenté au Silène en juin 1956 par un ami d'Europe numéro 1. Il faut dire qu'en ce moment, les hommes semblent s'être concertés pour faire comme les matous en février. Clavel s'est révélé soudain pressant et lyrique, comme s'il avait la colique. Cassot souffre de rhomnésie, douloureux. Quelques nouvelles connaissances se déclarent pendant le temps d'une course de taxi. Et les hommes dans la rue suivent les femmes seules à la trace. J'ai vu les nègres. Le travail de Blin, remarquable. Dans la pièce, on pète trop à mon goût. J'ai vu la pièce de Spaak. Oh, j'ai bien ri, mais gentiment. Marc Cassot fait ce qu'il peut au mieux. Mais comment y croire? Oh, c'est pas méchant. Mais là, c'est vraiment trop inodore. J'ai lu des manuscrits, passons, j'ai fait des courses. Je lis toujours Les Illusions perdues de Balzac afin de conserver les miennes. Pour le reste, j'attends ton retour pour te raconter, te parler, te dire, aimer, parler ensemble. J'attends aussi ton retour pour t'épouster. Je pense que tu en as bien besoin, du moins durant quelques semaines. Je t'attends pour aller voir avec toi la pièce de Sartre et quelques films. Le mien, par exemple, Le Testament d'Orphée, qui, je crois, doit passer en janvier. Je t'attends pour que tu m'apportes un peu de bon air dans cette cave parisienne où il fait trop humide, que la poussière n'y devienne immédiatement de la boue. Je t'attends ronde et souriante, la cuisse alourdie par l'absence des planches. En attendant, je t'embrasse à Permanent. Le 29 décembre 1959, il écrit à Mi, une jeune danoise mannequin, « Quand tu liras cette lettre, 2 ou 3 jours nous séparerons encore. » Le 30 décembre, à Catherine Sellers, très sensuellement, il fait beau, vent souffle. Et le même jour, à Maria Casares, 30 décembre 1959. Bon. Dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi, par la route, en remontant avec les Gallimards lundi, qui passent par ici vendredi. Je te téléphonerai à mon arrivée. Mais on pourrait peut-être convenir déjà de dîner ensemble mardi, disons, en principe, pour faire la part des hasards de la route. Et je te confirmerai le dîner au téléphone. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année, te donnant le cher visage que j'aime depuis tant d'années, mais je l'aime soucieux aussi et de toutes les manières. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur. À bientôt, ma superbe. Je suis si conscient à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers, il ne travaille plus, trop de famille et trop d'amis de la famille. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées, ni de ma patrie. Je t'embrasse. Je te serre contre moi jusqu'à mardi.
où je recommencerai. « 4 janvier 1960, 13h55, National 5, une vitesse excessive, un pneu qui éclate, la voiture s'écrase sur un platane, Camus meurt sur le coup. Il disait qu'il n'y avait rien de plus scandaleux que la mort d'un enfant et rien de plus absurde que de mourir dans un accident de voiture. Il restera, par-delà la mort, le seul homme qu'elle ait véritablement aimé. Quand on aime quelqu'un, on l'aime toujours.